Présenté par l'AQT, directement des coulisses de la communauté techno-numérique québécoise, voici On parle techno. Bonjour à tous, je suis Nicole Martel, PDG de l'AQT. Aujourd'hui, à On parle techno, nous profitons de l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes pour se poser des questions. Donc, comment faire pour accroître la présence des femmes dans le secteur techno? Donc, on le sait, le secteur techno est en pleine croissance. On connaît même une crise assez aiguë de talent. Pourtant, on peine encore à attirer des femmes qui composent environ 20% de l'effectif dans notre industrie. Donc, à l'AQT, on met en place différentes pistes d'action. On a fait quelques programmes pour améliorer et faire progresser la place des femmes dans le secteur. Je l'ai dit, on constate qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je suis contente aujourd'hui d'être en présence de 4 femmes d'expérience dans le milieu. Pour contribuer à cet échange, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Leila Nasser, qui est une passionnée de recherche collaborative et de l'innovation, la CEO de Maquila AI, une compagnie qui offre des solutions cloud d'analyse de données pour les entreprises. Bonjour Leila. Bonjour, merci Nicole pour l'invitation. J'ai aussi le plaisir d'accueillir France Lavoie, qui est chef d'entreprise chez Devicom Inc. France, vous cultivez l'audace, la créativité dans l'intégration des solutions pour les TI au sein des PME particulièrement. Merci d'être avec nous. Merci Nicole. Je reçois également José Brassard, qui est copropriétaire de Neo Synergics, une compagnie développant des logiciels personnalisés pour les entreprises. Bonjour José. Bonjour. Et enfin, Dani Paradis, qui est vice-présidente principale Québec chez Alicia, une compagnie offrant divers services et des technologies numériques. Bonjour Dani. Bonjour Nicole. Je peux peut-être me permettre de briser la glace en partageant un petit peu mon expérience en tant que femme dans le secteur des technos. Moi, j'ai fait mes premiers pas dans le secteur dans le tournant des années 90. Il y avait très, très peu de femmes. Pour ma part, j'ai pas vécu ça comme étant vraiment un handicap d'œuvrer dans le secteur techno en tant que femme. Avec du recul, par exemple, je suis obligée de constater que je pense que j'ai dû travailler un petit peu plus. Peut-être le syndrome de l'imposteur, surtout que je ne suis pas issue du secteur des technos, là. Donc, je faisais beaucoup de lectures. Je m'intéressais à tout ce qui se disait autour des technos. Donc, peut-être que homme ou femme aurait fait la même chose, mais avec du recul, je vois que je me suis impliquée beaucoup pour que je puisse contribuer. Par mes fonctions, dans le fond, déjà, j'organisais des événements. Je devais réseauter beaucoup pour tisser des liens au nom de l'industrie. J'organisais des conférences, que ce soit ici, au Canada, aux États-Unis. J'en ai fait quelques-unes aussi, même en France. Puis là, j'ai le souvenir de salles qui étaient remplies d'hommes, où on pouvait compter peut-être sur les doigts d'une seule main le nombre de femmes qui étaient dans la salle. Là, je disais, ah oui, c'est vrai, tu sais, on n'est pas très nombreuses. Puis là où je vois que ça a peut-être été, qu'il y a peut-être eu des bloquants ou des obstacles, c'est surtout au niveau du réseautage informel. Quand venait le temps de joindre des groupes dans les pauses café ou de rentrer dans des réseaux, tu vois, ça rigolait. Tu dis, moi, je vais aller dans ce groupe-là, ça a l'air être animé. Puis là, oups, ça parlait de sport ou ça parlait d'autres sujets. Je voyais aussi qu'ils s'organisaient des rencontres là, un peu hors conférence, là, soit une sortie dans un bar ou un souper. Puis là, des fois, poliment, les gens m'invitaient, mais je trouvais facilement une défaite pour me soustraire à l'invitation parce que je sentais que ce ne serait pas des conversations dans lesquelles je pouvais contribuer. Maintenant, je trouve qu'on ressent moins ça. D'abord, il y a un peu plus de femmes. Puis on dirait que aussi les sujets de discussion, les hommes, tu sais, se sont plus habitués à la diversité, puis on dirait qu'on s'adapte plus en période de réseautage au groupe avec lequel on est. Donc, en tout cas, moi, c'est la perception que j'en ai. Je ne sais pas si il y en a qui se reconnaissent à travers mon premier bout d'expérience. Peut-être sur la fin de ton commentaire, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que si on recule, on est à peu près tous du même âge. Tu sais, quand on a eu des enfants en partant en congé de maternité, donc le congé n'était pas partagé avec le conjoint. Aujourd'hui, il y a beaucoup de papas qui prennent le congé, donc la réalité du quotidien de rester à la maison avec les enfants, ils le connaissent plus. Donc, c'est sûr que quand on a un cocktail ou une soirée, ils font face à la même réalité que nous, on a fait à l'époque. Fait qu'il y a peut-être ce changement-là qui fait en sorte que
on a peut-être l'impression qu'on a plus de sujets de discussion communs quand on va dans le réseautage, là. Et surtout maintenant, le congé est au-delà de 12 mois, donc de pouvoir le partager avec le conjoint, nous, en tant que femmes, on peut revenir plus rapidement à prendre nos fonctions. Puis je l'ai entendu, des filles qui disaient, je pars en congé de maternité, je perds une année de ma carrière, mais il ne faut pas le regarder dans ce sens-là, parce que ça prend de la relève aussi, les enfants, c'est important, là, mais je pense que le fait que le congé puisse être partagé, là, c'est sûr que c'est assez bénéfique pour nous. De mon côté à moi, j'ai eu 2 enfants et j'ai eu du mal à partir, à prendre mon congé maternité. Bien que c'est officiel, tout le monde peut le prendre. Personnellement, j'avais eu ce sentiment qu'il fallait que je travaille plus, donc il fallait que je fasse plus d'efforts, et être plus présente pour continuer à avancer. Donc, j'avais du mal à en profiter et du coup, j'ai pas pris vraiment mon congé maternité qui m'était dû. Maintenant, avec le recul, on regrette un peu, mais finalement, c'est quand même des décisions qu'on a prises dans un contexte, évidemment, mais c'est tout un défi, je pense, pour les femmes. Sur ce point-là, je ne pense pas que c'est uniquement en technologie. Je pense que c'est aussi dans d'autres secteurs, on le voit, hein. C'est drôle à dire parce que quand on regarde un peu l'histoire, dans les années 80, il y avait beaucoup plus de femmes en informatique, en faisant du code. Et il y a eu un revirement un peu historique et c'est devenu très lucratif comme profession. Et là, c'est pas qu'il y a moins de femmes, c'est qu'il y a plus d'hommes qui ont occupé. Et du coup, on se retrouvait un peu petit à petit à être dans une spirale où les entreprises sont fondées par des hommes, le management, c'est des hommes. Et donc, il y avait de moins en moins de place pour la femme. On est peut-être rendu à reprendre notre place. Je pense, Josée, est-ce que vous observez aussi des changements qui s'opèrent en ce moment? Moi aussi, de mon côté, c'est un peu comme vous. Ça remonte à plus de 25 ans, là, mon arrivée dans les TI. Et moi, je trouve que ça a été quand même difficile. Moi, j'étais dans le milieu de la santé à cette époque-là, mais en TI. Puis c'était difficile un peu de faire ma place. Et surtout quand j'ai commencé avec des postes de gestion, là, j'étais comme une des seules directrices en santé. Et c'était à cette époque-là même que je faisais mes études, mon MBA, mais je m'exigeais d'avoir un A+, parce que comme tu disais, Nicole, j'avais comme un peu le syndrome de l'imposteur. Je me disais, j'ai le droit d'être là, mais il faut que je montre que je suis à ma place pour les bonnes raisons. Fait que je travaillais fort, puis à moins j'étais déçue. Mes congés de maternité, oublie ça, là, tu sais, il n'était pas long à l'époque, il n'était pas partagé, mais même à ça, je travaillais, même si je voulais pas perdre ma place. Je trouve que ça a changé maintenant, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, parce que le nombre le dit, là, il n'y a pas encore beaucoup de femmes en TI. Moi, mon contexte était différent. J'avais un gros syndrome d'imposteur, puis ça a pris beaucoup de temps à le régler. Et j'étais un couple en affaires. Mon conjoint était la personne qui était technique en technologie. Puis moi, j'étais comme le gestionnaire en technologie. Fait que prendre ma place en technologie, c'était vraiment difficile dans ce monde-là, là. J'ai trouvé ça très, très, très difficile. J'étais connue comme la femme de l'autre, là, tu sais. Il a fallu vraiment que j'apprenne à travailler sur moi pour plus avoir le syndrome d'imposteur. Puis encore des fois, il faut que je fasse attention. Vous le mentionnez, votre entreprise est située au Saguenay. Puis Oui. j'ai souvenir de ton entrée à l'AQT. Tu figurais parmi les 1, 2, 3 sur les doigts d'une main à nos événements. Il y avait 3 femmes avec moi. Ouais. Toi, moi, puis une autre femme. C'est ça. Puis j'étais avec mon conjoint cette fois-là, puis il voulait me présenter. Puis je me suis levée, puis je lui ai dit, désolée, tu n'as pas besoin de me présenter, je vais le faire moi-même. Fait que tout le monde a ri, fait que tout le monde a reçu mon nom, ça fait qu'après ça, mon intégration était faite. C'était plus facile. Mais ça avait été difficile de me lever, comme y tenir tête, là, dire « Toi, assis-toi, je vais me présenter moi-même. » Josée, un peu plus tôt cette année, tu as publié une lettre ouverte destinée aux leaders masculins de l'industrie. Qu'est-ce qui t'a mené à faire cette prise de position-là? Puis, comment tu intègres ça dans ta vie de leader, finalement? C'est un drôle de concours de circonstances.
par hasard, ben pas par hasard, tout le monde recherche beaucoup de ressources parce qu'on est tous en manque, surtout chez nous, de programmeurs analystes. Et j'ai demandé à l'équipe de marketing de faire une petite recherche sur qu'est-ce qui pourrait attirer les gens chez nous, puis qu'est-ce qu'on devrait faire, puis de regarder s'il y a des choses qu'on pourrait améliorer pour le recrutement. Et c'est suite à cette recherche-là, ils m'ont démontré qu'il y avait encore très peu de femmes en TI, puis qu'on n'avait pas si évolué que ça. Même si tantôt je disais que c'était difficile quand j'ai commencé ma carrière en TI, aujourd'hui, moi, je ne le ressens plus du tout avec l'équipe. Je suis la seule fille dans notre compagnie, mais je ne le ressens pas du tout. Je ne pensais pas qu'on était encore aussi, tu sais, des fois, on travaille et on ne réalise pas. Je ne pensais pas qu'on était encore aussi reculé. Fait que là, je me suis dit, ben, regarde, on a une responsabilité, je pense, de faire bouger les choses. En tout cas, moi, je me sens responsable de ça encore pour ça évolue, puis je me suis dit, c'est d'en parler. Je me suis dit, il faut en parler, plus qu'on va en parler, et surtout au niveau académique, il faut faire bouger les choses, parce que nous, il n'y en a pas chez nous, mais c'est pas parce qu'on n'en veut pas, on en cherche, il n'y a pas de CV de filles. Fait que c'est là qu'est venue l'idée de la lettre ouverte, puis là même... Mon équipe marketing m'ont mis dans l'idée, puis là, on va même écrire un livre. Je vais demander l'avis d'une dizaine de femmes leaders en TI, d'écrire leur histoire, puis on va en faire aussi un livre qu'on veut partager et surtout partager. On va le donner même au niveau des écoles pour pouvoir inspirer des jeunes qui se disent « ben j'aimerais ça, mais ça me fait peur parce que c'est encore un milieu très masculin. » C'est là qu'est venue l'idée de la lettre ouverte et du prochain livre. Comme l'impression qu'on vient d'avoir une confidence ou une primaire. Chez Alicia, vous avez été assez précurseur en la matière en 2016. Si mes informations sont justes, vous aviez été dans les premières sociétés du secteur à obtenir une certification, certifiant que vous êtes en faveur de la diversité, l'inclusion, que vous faites la promotion des femmes dans l'entreprise. Oui. Et ça remonte à 2016. Oui. Et puis, je dirais, on continue aujourd'hui. On met beaucoup, comme un peu, chacune l'a dit, on est encore en minorité dans les équipes. On travaille fort pour avoir des femmes. On travaille fort aussi. L'équipe de gestion, je vous dirais que on est que très peu nombreuses. Dans le fond, quand je regarde l'exécutif chez Alicia, je suis la seule femme avec une personne du capital humain, donc il y a encore du travail à faire pour qu'on ait une parité. Par contre, c'est une volonté de l'organisation, donc il faut encourager nos femmes qui ont à vouloir le faire. Et on a un programme de leadership au féminin pour être sûr d'inciter les femmes à venir dans ces postes-là, qu'elles ont leur place et tout ça. Fait que oui, il y a beaucoup d'emphase qui est mis chez Alicia pour favoriser, dans le fond, la croissance. Je pense que c'est de dire aux femmes qu'elles ont leur place en tant que leader. Et dans les technologies aussi, je pense qu'il ne faut pas, c'est pas nécessairement le volet leadership, mais qu'elles ont leur place en technologie. Là. Je suis curieuse d'entendre s'il y a d'autres facettes qui sont mises de l'avant au sein de vos entreprises. Je peux peut-être partager nos actions, oui, de notre côté. Nous, on travaille surtout sur les données. Donc, on regarde les faits. On regarde qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise pour surtout les aider à développer le talent féminin, à les identifier, à identifier les écarts. Parce que souvent, on le voit quand on analyse des données, les femmes sont très présentes sur la première ligne. Donc, il y a vraiment une bonne proportion. Après ça, plus on monte dans l'organisation, plus on perd ce potentiel. On les identifie comme des personnes clés, mais lorsqu'il arrive le moment de donner des promotions, de faire de la mobilité, on les perd. Donc, nous, on travaille, on essaye d'aider les organisations justement à les identifier avant de les perdre, avant qu'elles quittent l'entreprise pour d'autres postes. Et donc là, on perd non seulement la ressource, évidemment, c'est un coût plus additionnel pour l'entreprise parce qu'il faut recruter, il faut remplacer, etc. Mais on regarde vraiment là-dessus. C'est ça notre axe de développement. Moi, chez nous, je suis entourée de femmes. J'ai une grosse équipe, puis il y a un gars parmi nous autres dans l'équipe de gestion, de direction d'équipe. Peut-être parce que j'ai choisi des femmes, parce que je trouve que tout le côté de leur vue d'ensemble, puis de prendre beaucoup de dossiers en même temps, puis la manière qu'ils pensent, c'est plus facile. Tu sais, les femmes, on est plus en horizontal, on voit les vues d'ensemble et les stratégies. Les gars, ben, ils sont dans le détail. Ça fait que c'est sûr qu'il
Dans le détail, c'est difficile de les amener à des postes de direction. Ça m'amène à un point, tu sais, dans le fond, quand on voit dans une organisation des postes de leader occupés par des femmes, ça doit créer une certaine forme d'émulation, ça crée des modèles. José, chez vous, je pense que tu t'offres même à faire du mentorat. Oui, c'est en plein ça que dans la lettre ouverte qu'on mentionnait. Dès qu'on va réussir à embaucher des femmes, là, je vais les prendre sous mon aile puis essayer de les aider à avancer selon leurs compétences, bien sûr, là, mais c'est vraiment du mentorat là, qu'on veut faire. Même, j'en parlais un petit peu tantôt là, par rapport au livre, il va y avoir aussi, suite à ça, dans les écoles, on va publier le livre dans les écoles. Je vais offrir aussi à une jeune finissante, là, si elle veut des jours de mentorat là, gratuits, là, juste pour donner un petit coup de pouce. On parle un petit peu des écoles. Je pense que les ratios d'inscription ne se sont pas tant améliorés. On va faire quoi pour faire changer les choses? On va agir ensemble. On voit, il y a beaucoup de réseaux, beaucoup d'actions, mais c'est souvent à petite échelle et les moyens l'envergure des moyens ne sont pas à la hauteur de la problématique. Ça prend vraiment une organisation avec le secteur public, l'industrie, avec le milieu académique. C'est vraiment une action commune pour avoir plus de femmes qui vont faire des programmes, qui vont être intéressées à adhérer à des programmes de formation. Une accessibilité aussi pour créer des nouvelles entreprises, des fonds. Je sais qu'il y a eu le fonds Axelia, Dani peut en parler, mais il en faut d'autres. Il en faut d'autres, des enveloppes beaucoup plus importantes, des brevets. Il y a vraiment, les femmes sont tout simplement sous-représentées. Et ça va prendre des centaines d'années avant d'arriver à la parité. Les brevets, c'est ça qui fait aussi, qui valorise les entreprises. Faut vendre notre secteur et je ne suis pas sûre qu'on le fait adéquatement en ce moment. C'est pas assez mis en valeur. On le sait, tout le monde le sait qu'on a besoin et c'est peut-être parce que c'est rendu trop commun. Les gens le prennent pour acquis, il y a de l'informatique partout, mais je pense qu'on ne fait pas ressortir c'est quoi les possibilités, qu'est-ce que tu vas faire comme travail, tu sais, et aujourd'hui, quand on regarde les jeunes qui se dirigent en informatique, ce qui les attire, c'est de développer le gaming. Hein? Les jeux, c'est beaucoup plus attrayant de dire je m'en vais travailler dans une société comme Ubisoft où on fait du développement de jeux vidéo que de venir dans une société où on va développer des systèmes pour des organisations, que ce soit des systèmes financiers, des systèmes manufacturiers, peu importe. Mais il faut mettre en valeur que c'est, dans le fond, ce travail-là, c'est aussi valorisant que de développer des jeux vidéo. Et je pense qu'on ne le met pas assez en valeur. Il faut travailler avec les universités. Je pense que d'un point de vue gouvernemental, je pense qu'aussi, il faut qu'on ait cet appui-là pour mettre en valeur les technologies. Là, on est tous des femmes réunies autour de cette table, mais je sais qu'il y a plusieurs hommes qui sont aussi très sensibles à cette cause-là, particulièrement les hommes qui ont des jeunes filles qui sont en début de carrière puis veulent être certains que leurs enfants aient un bel avenir. Puis on le sait, dans le secteur des TI, il y a un bel avenir qui peut se dessiner, c'est bien rémunéré, c'est une belle qualité de vie. Ça répond à plein de besoins ou d'intérêts diversifiés, que ce soit dans le secteur de la santé, de l'éducation, secteur manufacturier, commerce de détail. Tous les secteurs ont besoin de TI. Donc, moyennant que tu as un intérêt pour un secteur particulier, tu peux mettre tes talents TI à profit. Ou même, ne pas être une personne de TI, mais des personnes qui se passionnent pour les finances, les ventes, le marketing, les ressources humaines. C'est des talents qui peuvent rejoindre le secteur aussi. J'ai entendu un dirigeant à un moment donné me dire, on m'avait invité comme conférencier dans une conférence d'envergure. Puis le dirigeant a dit, avant que j'accepte, pouvez-vous me mentionner, me préciser, c'est quoi le ratio d'hommes-femmes qui vont être conférenciers à cet événement-là? Jusqu'à maintenant, on a juste des hommes. Il dit, regardez, quand vous aurez trouvé votre parité, vous aurez d'autres femmes sur le panel, ça va faire plaisir de participer. J'aimerais que vous laissiez la place à des femmes dirigeantes d'être présentes. Fait que ça, je trouvais que c'était très inspirant. Puis, c'est un effort, dans le fond, de notre industrie, là, de montrer des modèles. Donc, je trouvais que c'était très inspirant. J'aimerais ça qu'on revienne sur le milieu académique. Moi, je pense qu'on doit changer la manière qu'on voit les technologies. Si tu regardes dans un livre de formation, il va rien que parler de la technologie. Il ne parlera pas de les compétences que la personne peut avoir autres. Ces compétences-là sont prioritaires. Je pense que le savoir
puis le savoir-faire, ce n'est plus la priorité quand on choisit des gens maintenant. Il faut aller dans le savoir-être, mais il faut aller aussi dans le 4e savoir que moi, je dis à tout le monde que j'ai inventé, c'est le savoir devenir. C'est le pouvoir de se transformer. Puis ça, les femmes puis les hommes des technologies savent que ce domaine-là, c'est un domaine qui peut se transformer, qui se transforme vite, puis qu'on a besoin de gens qui veulent se transformer. Parce que tu as beau avoir une belle entreprise, tu as tous des gens qui sont dans leur petit carré et qui ne veulent pas se transformer, ton entreprise avance pas. Leila, tantôt, tu mentionnais que vous mesurez beaucoup, vous allez chercher beaucoup de données, vous mesurez aussi le pouvoir ou l'impact de la diversité, que c'est prometteur. Écoute, c'est prometteur. Moi, je suis très optimiste et honnêtement, quand on voit des dirigeants de grandes entreprises, des hommes qui vont sur la place publique et qui annoncent qu'ils veulent la parité à tous les niveaux de l'organisation, moi, je trouve que c'est un message positif et ça va entraîner d'autres, on l'espère. On a besoin d'en parler, de faire référence à ces hommes qui veulent aussi aider. Après ça, il faut que les femmes aient de l'ambition, développent son leadership et de prendre la place, pas juste s'attendre à ce que d'autres fassent le travail pour nous. Et je trouve que plus on va donner des exemples positifs avec du mentorat ou des exemples, des références de succès de femmes qui ont réussi, pas que des histoires de problèmes et qu'on a eu à travailler très fort pour y arriver, mais vraiment parler du succès. Moi, je pense que les femmes vont juste suivre, ça va être naturel. Ben, voilà un bon conseil à laisser pour nos auditeurs. Merci à vous toutes de vous être prêtés au jeu. Quelle discussion inspirante. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, j'espère que les quelques échanges sur nos expériences, sur des pistes d'action vous ont inspiré ou vont inspirer de nouvelles idées. Ce serait même super intéressant que vous les partagiez sur nos réseaux sociaux. Comme vous le savez, cette capsule est rendue disponible pour être propagée. Alors, merci de nous communiquer vos impressions et continuez à nous lire. C'est ce qui termine notre discussion pour ce podcast. On parle techno de l'AQT. Merci à tous.